Bonjour, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu particulière parce que le but de cette vidéo, comme vous l'aurez vu sans doute dans le titre, c'est de finir des séries, des sagas, parce que vous l'avez sûrement vu dans une précédente vidéo, mais j'avais 18 sagas en cours ou à commencer ou quasiment à jour, et je voudrais diminuer ce nombre-là, même si je sais avant même de commencer à tourner cette vidéo que c'est illusoire parce que entre août dernier où j'ai à peu près tourné et mis en ligne cette vidéo et maintenant, donc fin novembre, je sais que j'ai commencé des sagas qui n'étaient pas prévues dans les sagas que j'avais comptées dans ma pile à lire, donc dans les 18 dont je vous ai déjà parlé. On peut penser notamment à la duologie de Les Bardugo, donc le premier tome c'est La 9e maison, où j'ai lu que le premier tome. Bref, il y a des sagas que j'ai commencé, donc j'aimerais bien avancer un peu et en finir certaines, dont la première, il s'agit du Maître, le tome 3 du coup de La Maison des Jeux de Claire North. Donc j'aimerais bien lire ça, avancer et terminer. Oh mon dieu, j'ai si peur de terminer cette saga. Donc ici c'est le tome 3 de Capitale du Nord de Claire Duvivier. Et donc c'est le dernier tome de la double trilogie La Tour de Garde, écrit aussi avec Guillaume Chamanadjo. Bref, voici pour le programme du vlog. En quasiment 24 heures. Le tome 3 de la saga de Claire North, La Maison des Jeux, qui est une courte trilogie parce que les livres sont vraiment très courts, ils font 150 pages, une trilogie que j'adore vraiment. J'ai eu un coup de cœur pour le tome 1, le tome 2 est encore mieux que le tome 1 et donc j'avais qu'une hâte, c'est de lire cette trilogie, même si j'avais entendu de moins bons échos, on va dire, sur le tome 3 que sur les deux premiers. Donc là, on va suivre une partie d'échecs grandeur nature où le but est de prendre donc le roi de l'adversaire, mais ici les adversaires sont des pièces réelles, à savoir des personnes qui existent vraiment, et on va avoir un duel de la plus haute ampleur puisque ce duel affronte Argent, qui est un personnage récurrent des tomes 1 et 2, contre la maîtresse des jeux, donc à savoir celle qui dirige la maison des jeux. Donc là on est vraiment dans une ampleur extraordinaire. On ne comprend pas très bien dès le début pourquoi Argent défie la maîtresse des jeux, mais on sait, ça s'est dit dès le tome 1, que ça fait des années et des années, voire des centaines d'années, qu'il assemble des pièces dans cette optique-là de la défier. Et donc, moi, j'avais très envie de savoir pourquoi il voulait la défier et quel était réellement l'enjeu de ce défi. Dans le tome 1, on est au sein d'une ville, à l'échelle d'une ville, donc Venise. Dans le tome 2, on est à l'échelle d'un pays, la Thaïlande. On est à l'échelle mondiale. J'ai bien aimé ce tome 3, vraiment, même si, et je suis d'accord avec les avis que je vous évoquais au tout début de ce vlog, je le trouve bien en deçà des deux premiers. C'est pas une question de rythme parce qu'il se passe énormément de choses et peut-être, à mon sens, trop de choses. Et on n'a pas le temps de s'attacher au personnage qui est Argent. On découvre très peu de choses sur la maîtresse des jeux. J'aurais bien aimé en savoir davantage sur elle. Encore une fois, là, on est du point de vue d'Argent, donc lui, il n'en sait pas grand-chose. Donc nous, on ne sait pas énormément de choses de plus. Mais bon, c'est quelque chose qui m'a manqué. Je ne me suis pas attachée non plus à Argent. Les motivations d'Argent sont révélées qu'à la toute fin, un peu sous forme d'épiphanie. J'y reviendrai. Et j'ai pas été prise dans le récit comme j'ai pu l'être pour le tome 1 et 2 où je craignais pour la vie de Toum et de Rémi. Là, j'en avais un peu rien à faire de savoir si Argent allait gagner ou pas, parce qu'en fait, je connaissais pas si ses intentions étaient bonnes ou mauvaises selon mes jugements de valeur. Et la maîtresse des jeux, c'était pas un personnage antipathique pour moi. Donc je trouve qu'à ce moment-là, c'est un petit peu raté. J'ai trouvé ça assez intéressant dans une optique un peu complotiste
le fait que ça soit Argent et la maîtresse des jeux qui tirent comme ça en fait toutes les ficelles de tous les événements mondiaux qu'ils peuvent avoir, crise économique, renversement politique, etc. J'ai trouvé ça plutôt intéressant et je vous invite à vous arrêter là si vous voulez lire La Maison des Jeux parce que spoil arrive. Et j'ai adoré la fin du tome par contre et je suis obligée d'en parler parce que vraiment ça m'a trop plu. Donc les 30 dernières pages, en fait, on apprend que la maîtresse des jeux, c'est l'ancienne amante, conjointe, femme, je sais pas trop quel terme employer, d'Argent. Et qu'en fait, elle a défié l'ancienne maîtresse des jeux et qu'elle a pris sa place. Et qu'elle s'est, d'après Argent, oubliée dans ce rôle-là, qu'elle a oublié sa personnalité. Tout comme Argent qui a oublié énormément de choses sur son passé parce qu'il les a pariées lors de jeux. Et donc on a cette confrontation entre ces deux anciens amants, amoureux, qui représentent aussi deux formes de logique, de pouvoir différents. On a un choc des titans à la fin qui est vraiment très intéressant et le choix cornélien d'Argent, à savoir est-ce qu'il doit tuer la maîtresse des jeux et donc prendre sa place, ou est-ce qu'il doit tuer la maîtresse des jeux et détruire la maison des jeux, ou en fait la laisser vivre et qu'il y ait un statu quo et il gagne sa liberté. Donc il va choisir le choix numéro 3. J'ai vraiment trouvé cette révélation incroyable et du coup on comprend beaucoup mieux pourquoi Argent a passé tant d'années et d'années dans cette quête-là à amasser des pièces pour essayer de vaincre la maison des jeux parce qu'en fait il voulait essayer de faire redevenir la personnalité de sa femme, on va le formuler comme ça, et retrouver celle qu'il avait perdue, mais ce n'est pas le cas malheureusement. Et donc c'est vraiment le point le plus fort du récit et j'ai trouvé ça vraiment très très beau, même si dans l'ensemble, encore une fois, le tome 3 est pour moi en deçà des deux précédents tomes. Sur cette trilogie que je suis très contente d'avoir découverte, j'ai vraiment passé un excellent moment avec chaque tome. Il y en a eu 2 qui ont frôlé un coup de cœur. Franchement, j'ai adoré et je vous invite très 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 fortement à aller la découvrir. Rapidement, j'ai commencé, j'en suis à la moitié. Donc le tome 3, Capitale du Nord, de Claire Duvivier, qui s'appelle L'armée fantoche. Pour le moment, je ne suis pas à fond. Je peux juste préciser que pour le lire dans les meilleures conditions, j'ai lu au cours du mois d'octobre, fin octobre, début novembre, les 2 premiers tomes, je les ai relus pour être bien imprégnée dans l'histoire, dans l'intrigue, etc. Donc je suis au fait avec tout ce qu'il se passe, vraiment, je le découvre en étant pleinement immergée dans le livre. Donc ça c'est vraiment trop bien, j'ai pas fait la même erreur qu'avec le tome 3 de Capitale du Sud. Mais, donc je vous disais, j'en suis à la moitié et en fait je m'ennuie pour le moment, vraiment je m'ennuie. Parce qu'elle est arrivée dans la bourgade de la Tour de Garde où elle va retrouver Nox notamment. Donc elle est là-bas avec Jonas, elle rencontre Nox, il y a Grieve et Sarana qui sont là-bas également. Et en fait, il y a 200 pages sur la construction de cette communauté du Tour de la Garde, donc hyper intéressant, mais en fait, il n'y a pas énormément de réflexion politique. Ils essayent de construire un lieu idéal, sans persécution, sans classe, sans distinction. Bah voilà, mais en fait, on n'en sait pas beaucoup plus sur le fonctionnement, sur la réflexion politique, donc j'ai pas trouvé cette partie-là transcendante. Et en plus, comme il y a beaucoup d'écho avec ce qui se passe dans le tome 3 de Capitale du Sud, parce que là, on est du point de vue de Nox, et qu'en fait finalement je me rappelle plutôt bien, bah j'apprends rien, je suis pas pleinement investie dans cette histoire malheureusement, mais heureusement il y a un mais dans le mais. Là dans les dernières pages que j'ai lues, ça y est, on va en apprendre davantage. Grieve est revenue et Grieve va lui expliquer que Amelia et Jonas ont découvert dans Nevaed ce que Nox a découvert dans le Nihilo et qu'en fait on a une partie de Tour de Garde qui se joue en secret dans les souterrains, dans un monde un peu enfoui souterrain, entre les Serpentaires qui sont originaires de la capitale du Sud, donc de la ville de Nox, de Gemina, et le héros qui est originaire de Dehaven, la ville de capitale du Nord. Et donc je me dis que là les événements vont se bousculer et qu'enfin on va en savoir davantage. En tout cas moi j'ai envie d'en savoir
plus. Là, je me dis, ça y est, l'intrigue est lancée. C'était un petit peu poussif au début, mais là, on y est. Enfin, j'espère. Bref, je vais aller continuer cette saga et revenir vers vous très rapidement pour vous faire un point lecture que je vais essayer de séquencer cette fois-ci. Mais ça reste quand même une très bonne trilogie. J'ai quand même passé un bon moment et j'ai hâte d'en savoir plus. Donc ça, c'est un point positif. Je reviens vous voir pour le point lecture numéro 2, je crois, sur le tome 3 de Capitale du Nord, donc toujours écrit par Claire Duvivier. Il me reste 100 pages. Et la dernière fois que j'étais venue vous en parler, je vous avais dit que j'étais pas trop emballée, qu'il y avait énormément de moments à la tour de garde dans la communauté qu'ils sont en train de fonder et que ça ne m'intéressait pas plus que ça, que j'avais davantage envie d'aller voir ce qu'il se passait du côté de l'affrontement sur le plateau de jeu entre les Serpentaires du Sud et le héros du Nord. Et ben nous y voilà. Et du coup, c'est vraiment trop bien. J'adore. Donc il y a plein de rebondissements. On suit toujours ces rebondissements du point de vue d'Amalia, qui comprend pas toujours ce qui se passe, et donc nous aussi, et j'aime bien cette idée-là. Le procès de Van Houtenluft est un élément déclencheur parce que lui est sous le coup de la malédiction qui avait déjà frappé dans les 2 premiers tomes et qui avait été la porte d'entrée pour Amalia, Jonas et Irion à cette magie du Néaved. Et donc ce procès de Lars va être l'élément déclencheur. Il va se retourner contre le héros et à partir de là, les mouvements sur le plateau de jeu de la tour de garde vont s'accentuer. Et Amalia va tout faire pour essayer de sauver sa ville, mais surtout sa mère, parce qu'elle apprend que celle-ci est encore vivante. Pour rappel, elle était partie dans le tome 1 vers les colonies et on avait plus de nouvelles d'elle. Amalia se rend compte que sa mère est touchée également par le mal, qu'elle l'est totalement détachée. En fait, elle ne ressent plus d'émotion, qu'elle n'est juste qu'un pantin de logique. Et donc, elle va essayer tant bien que mal avec l'aide du frère d'Alice, dont je vous laisserai deviner qui c'est. Enfin, si vous l'avez lu, vous savez de toute manière. Elle va essayer de sauver sa mère et j'en suis là. Essayer de sauver sa mère et la ville également. Donc voilà, il me reste 100 pages, les événements se précipitent, j'ai vraiment envie d'en savoir davantage sur cette confrontation entre le Nord et le Sud et voir ce qu'il va devenir et notamment comprendre cette logique, cette magie du détachement qui est le signe de la magie du Nord. Bon, je vais m'arrêter là pour ce point lecture, mon avis a complètement changé. J'aime vraiment beaucoup, le rythme est haletant. Amalia me touche de plus en plus, notamment dans sa relation avec sa mère. Et moi, je vais aller finir de lire ça. Bonjour, je vous retrouve pour le dernier point lecture parce que j'ai terminé du coup L'Armée Fantoche, donc le tome 3 de Capitale du Nord, toujours de Claire Duvivier et qui vient clôturer cette énorme saga dans 6 tomes qui est la tour de garde. Et je vous disais dans mon dernier point lecture que les événements s'enchaînaient et qu'on avait un rythme beaucoup plus haletant. Alors ça a continué ainsi sur ce rythme incroyable dans les dernières pages qui me restaient à lire, les 100 dernières. Je vais pas vous raconter la fin parce que ça serait quand même dommage, mais j'ai vraiment passé un bon moment de lecture dans cette deuxième partie du tome. Encore une fois, j'ai trouvé que le rythme était inégal entre la première moitié qui est très lente alors que c'est le 3e tome, le tome de conclusion à la fois de la trilogie mais surtout de la saga, donc j'attendais un rythme plus haletant, rythme que j'ai retrouvé dans la deuxième moitié du livre. Donc ça, j'étais contente. Le personnage d'Amalia est de plus en plus touchant, intéressante. Elle se pose aussi des questions, elle essaye de remettre en question le mode de vie quand même particulier et surtout son éducation détachée des sentiments, détachée des émotions pour aller questionner des certitudes qu'elle a et questionner ses actes. Donc j'ai trouvé qu'elle faisait preuve de maturité qui était très intéressant à lire, surtout qu'on l'avait bien vu évoluer à la fin du tome 1 et dans le tome 2. Et donc
l'évolution de son personnage continue et ça c'était plutôt positif. J'ai adoré le fait qu'elle ait des amours très libres, que ça soit pas une jeune fille qui soit juste attirée par un amour platonique ou une histoire romancée, un peu féerie comme on pourrait avoir dans les contes. Voilà, elle se détache de ces stéréotypes de genre sur les relations amoureuses. Elle a des relations lesbiennes et c'est hyper intéressant à voir dans un roman. Et le point négatif, mais en même temps c'est un point positif, j'adore l'histoire de la confrontation sur 2 étages qui commence à nous être expliqué dans le tome 2 de chaque trilogie et qui prend de l'ampleur dans les tomes 3. Donc la confrontation ou les histoires à 2 étages avec un premier niveau d'analyse ou de lecture avec ce qui arrive à nos personnages principaux, donc Amalia pour le nord et Nox pour le sud, avec les intrigues de chaque capitale, les histoires de personnages secondaires qui viennent enrichir l'histoire de nos héros et héroïnes. Ça j'ai bien aimé. Et deuxième histoire, en fait une guerre souterraine avec l'analogie du jeu de ces 2 villes, à savoir la tour de garde, et 2 entités mystérieuses et magiques qui viennent s'affronter pour mener une guerre, et ceci va avoir des bouleversements sur la vie des 2 cités et de notre héros et héroïne. Ça, j'ai vraiment beaucoup aimé cette double dimension. Mais ça a manqué un peu de profondeur l'exploitation de cet élément de l'histoire. J'ai trouvé que la résolution de la confrontation entre le héros, donc qui est l'entité magique du Nord qui prend possession de Dahlia, cette jeune fille handicapée, et du clan des Serpentaires qui vient animer la capitale du Sud, cette résolution de ce conflit latent est trop rapide, trop facile. Et là, j'ai trouvé que l'usage de la magie facilitait la résolution d'un conflit qui est a priori centenaire, voire millénaire, et qui est résolu juste par 2 gamins adolescentes, très facilement. Et ça, j'ai trouvé ça dommage parce que ça manquait de réalisme, mais c'est pas le bon mot vu qu'on est dans de la fantasy. Mais ça manquait de crédibilité en fait. Et j'aurais aimé que ces éléments qui sont quand même très originaux soient plus développés, plus partie prenante en fait de l'histoire. Donc je suis contente de la conclusion de ce tome parce qu'on a vraiment toutes les réponses à nos questions et ça j'avais peur que ça soit pas le cas. L'évolution de Amalia est vraiment hyper touchante, hyper intéressante, mais, et pour moi ça reste quand même un gros mais, j'ai trouvé que toutes les pièces qui avaient été mises en œuvre et en place dans ces 6 tomes sont en fait peu exploitées ou pas exploitées au niveau qu'elles auraient pu l'être. Voilà, j'aurais aimé que ça soit plus développé, plus creusé, plus construit, et il y avait matière à, parce que encore une fois là il y avait quand même 200-250 pages qui apportaient pas grand chose en fait, qui aurait pu être condensé en 100 pages et laisser voilà plus de pages pour le cœur de ce qui est pour moi l'histoire de ces 2 tomes 3, notamment parce que la tour de garde dans son ensemble c'est 6 tomes, donc en 6 tomes on aurait pu davantage exploiter ça. Donc je suis un peu frustrée de ne pas avoir eu ces éléments aussi travaillés, aussi exploités, aussi centraux de l'histoire, parce que c'était un pan de l'histoire qui m'intéressait vraiment beaucoup. Bref, j'ai fini la tour de garde et je suis très ravie parce que je crois l'avoir dit, mais c'est avec cette saga-là où j'ai vraiment commencé à rentrer dans les sagas de fantasy. Les couvertures sont magnifiques et je vous mettrai un plan où on les voit étalées parce que la somme des couvertures est vraiment aussi magnifique. Et donc ça me fait une 2e saga terminée et je suis contente. Parce que vous me voyez arriver, j'ai commencé une nouvelle saga. C'était le but de cette vidéo, finir des sagas parce que je sais que je vais en commencer d'autres et que j'en ai commencé beaucoup. Et là, j'ai commencé, j'en suis au tout début, j'ai lu que 70 pages sur le premier tome qui en fait quasiment 600. Il y avait beaucoup de sagas que j'ai commencé dans l'année et surtout beaucoup de sagas dans ma palle ou qui me donnent envie et je savais que j'allais craquer. Donc je voulais en finir certaines pour en commencer d'autres et avoir un chiffre à peu près stable
par rapport à l'année précédente, donc rester autour de 18 sagas, voilà, 20 maximum, c'est le chiffre que je me fixe, sinon ça devient ingérable. Et donc il s'agit des Absolus, ici le tome 1, Les Mobilisés, de Margot de Seine. C'est une autrice française, j'avais vraiment envie de le lire. A priori on est dans de la post-apo, donc dystopie post-apo, plutôt young adulte, mais le résumé et les avis m'ont donné envie. C'est surtout parce que le tome 2 a beaucoup circulé récemment sur les réseaux sociaux que ce livre-là est passé de ma wishlist pas du tout prioritaire à prioritaire, parce que moi aussi j'avais envie de découvrir cette saga un peu événement. On est dans une Pologne ravagée, et peut-être une Europe ravagée, je sais pas. Et dans les ruines de Varsovie, il y a une zone hermétiquement close qui ouvre ses portes qu'une fois par an à 100 recrues qu'on appelle donc les mobilisés. Et ces mobilisés n'ont qu'une seule mission, c'est de vaincre la chose. Et la chose, c'est une espèce de créature dangereuse qui vit dedans et que personne n'a réussi à tuer en 20 ans. Parce que là, c'est la 20e génération de mobilisés qui est envoyée dans la zone. Et nous, là où j'en suis, on suit deux personnages, Prime et Johanna, qui sont meilleures amies depuis l'enfance, qui ont fait toute leur classe à l'académie ensemble. Et ils sont envoyés parmi ces 100 mobilisés dans cette zone-là. Et j'en suis qu'au début. Et je viens de rencontrer le personnage d'Edouard aussi. J'en sais pas beaucoup plus. Ça se lit très vite. C'est assez haletant. J'ai envie de savoir ce qui se passe. Pour le moment, je suis embarquée. Mais voilà, je vais pas faire un vlog détaillé sur Absolu. Je vous donnerai mon avis dans le bilan lecture du coup du mois de décembre, vu qu'on est à toute fin de novembre et que je l'aurai clairement pas terminé d'ici là. Mais c'est prometteur et c'est en 3 tomes. Les 2 premiers sont sortis, le 3e est en cours d'écriture. Donc voilà, une nouvelle saga de commencer. On vient d'en finir 2. Et aussi, je voulais vous montrer ma lecture en cours parce que c'est pile dans le thème des sagas. Ici, il s'agit du tome 17 de La Roue du Temps. Et regardez comme il est tout petit. Enfin, je dis ça, mais il fait quasiment 480 pages. Mais à côté des tomes de 700 ou 800 pages de La Roue du Temps, là, j'avance vraiment bien. Donc le tome 17, j'en suis à la moitié, un peu plus de la moitié, il me reste 200 pages. On suit davantage Perrine et sa femme, qui m'insupporte au plus haut point, mais j'aime beaucoup Perrine. Il me touche, c'est je crois le personnage qui me touche le plus avec Moraine. Rip, on n'en parlera pas. Et je suis plutôt ravie de le retrouver, de voir ses évolutions. Il y a eu énormément de conflits dans les autres tomes. Et là, ça avance. J'en suis à un stade où Elaine est en train de récupérer son trône. Il était temps, j'ai envie de vous dire. Je n'ai pas des tomes exceptionnels, j'en reparlerai en manière plus détaillée dans mon bilan de novembre du tome 15 et 16, donc de l'intégrale précédente, et donc du tome 17 et 18 dans le bilan du mois de décembre, parce que vous savez que j'essaye de lire une intégrale par mois et en ce moment j'y arrive vraiment bien grâce à l'audio. Mais il fallait que je vous en parle parce qu'on est dans un vlog où je finis des sagas / où je continue des sagas et franchement La Roue du Temps, à ce rythme-là, je vais l'avoir finie en mai prochain et c'est quand même une saga qui prend du temps à lire et de l'investissement, donc voilà. J'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle est la saga en cours pour vous, que vous essayez de terminer ou que vous avez terminé récemment, voire dans un futur proche. Et moi, je vous dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Bisous!